Les fêtes, bien sûr, une très belle occasion pour se réunir en famille ou entre amis, profiter de ce temps afin de sortir, faire des promenades, des balades, mais pourquoi pas également voyager, surtout que l'Égypte est dotée de plusieurs stations balnéaires, de plusieurs sites à visiter au cours de ces vacances, afin de mieux parler de comment profiter de cette occasion afin de découvrir l'Égypte et passer d'agréables vacances. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Meged Gobron, guide touristique. Bonjour. Bonjour, bonjour Madame Ramana, bonjour Noah. Bonjour Meg. Et permettez-moi d'abord de vous souhaiter une très bonne fête. Merci à vous vous, aussi. aux téléspectateurs et à l'Égypte tout entière. Alors on ne cache rien à nos téléspectateurs, je disais qu'en off vous avez pris de très belles couleurs et vous avez fait comme beaucoup d'Égyptiens, vous avez fui la capitale. Exactement. Habituellement, je préfère plutôt rester au Caire pendant les fêtes et profiter des rues qui sont fluides et superbes, mais bon, on avait un rendez-vous, mon fils et moi, pour de la plongée sous-marine à Sharm el-Sheikh, donc nous sommes partis et bon, c'était très bien aussi. Et on a pu rentrer au Caire aussi et profiter avant-hier et hier des rues qui étaient encore... Aujourd'hui, ça va s'animer un petit peu, des gens vont commencer à rentrer. Et permettez-moi, puisque on va parler des fêtes, de souhaiter bonne fête à l'Égypte entière en égyptien ancien, qui connaissent un peu leur langue ancienne. Heb Nefel. Heb qui veut dire fête et Nefel qui prend le sens de beau, belle fête. Et d'ailleurs, Nefel, je me permets juste une petite parenthèse, vous savez, il y a ces deux superbes statues au musée du Caire de ce couple des statues en calcaire peint, de Rahotep et son épouse qui s'appelait Nofret. Nofret qui est le féminin de Nefel et dont le prénom signifiait donc belle, puisque Nefel signifie beau, Nofret en était le féminin, et elle se prénommait Belle, cette femme, et elle est admirable de par sa statue, elle devait l'être dans la réalité aussi. Bon, bah, bonne fête à tous les Égyptiens, effectivement. Voilà. Alors, cette année, ça tombe bien puisque c'est pas un seul week-end, mais presque une semaine de vacances. Le seul problème, c'est que nous, les Égyptiens, on n'a pas vraiment l'habitude de faire les plans depuis longtemps pour profiter. On reste toujours jusqu'à la dernière minute pour décider quoi faire pendant les vacances. Oui. Comment éviter ça? Comment peut-on nous organiser mieux pour profiter de ces vacances et également en gardant les bons prix? Alors, regardez, je pense, je sais pas, j'ai comme un sentiment, une impression que ça commence à changer depuis peut-être quelques années, une décennie, qu'on commence à planifier un peu plus tôt les vacances qui étaient un peu prises à l'improviste, quoi, comme si on était tout d'un coup surpris. Ah tiens, il y a des vacances, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et on perdait du temps. Bon, ça existe toujours, je pense, mais il y a une planification un peu préalable qui commence à se faire concernant les vacances, et celle-ci en particulier, parce qu'on le savait, qu'il y aurait, de par la coïncidence du calendrier, et il y aurait deux ponts, un avant et un après, ce qui a totalisé finalement, pour ceux qui ont fait les deux ponts, 9 jours d'affilée, et qui a permis donc, peut-être pas de partir les 9 jours en entier, parce qu'il y a toujours les premiers jours qu'on a bien passé en famille, etc., mais qui a permis de prévoir au moins 4 ou 5 jours de villégiature hors du Caire ou hors de sa contrée d'origine, que ce soit d'autres gouvernorats que le Caire. Il y en a eu, je pense, beaucoup qui sont partis vers Alexandrie, vers la côte nord, vers Hurghada. J'étais à Sharm el-Sheikh, j'ai vu beaucoup d'Égyptiens, beaucoup de touristes, entre guillemets, de différents pays arabes, notamment de l'Arabie saoudite, qui est toute proche, surtout du sud Sinaï. Donc, voilà. Et puis la coïncidence a voulu également que deux facteurs se réunissent, d'abord la période estivale et que la fête d'Aïd el-Adha tombe en pleine période estivale. Et juste donner une autre petite parenthèse, excusez-moi, parce que Aïd el-Adha pour moi est un très beau symbole, parce que c'est la fête qui commémore le sacrifice d'Abraham et qui est le seul événement religieux reconnu dans les trois grandes religions monothéistes, dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Les autres fêtes religieuses sont au mieux reconnues par exemple, la naissance du Christ, Noël, par exemple. C'est reconnu donc dans l'islam
et dans le christianisme, pas le judaïsme, puisque déjà ils n'acceptent pas Jésus en tant que le Messie. Donc Eid al-Adha a toujours été pour moi un symbole fabuleux d'une fête qui est bien sûr la grande fête donc, pour les musulmans du monde entier, mais qui est une fête coïncidant un événement religieux reconnu par les 3 grandes religions monothéistes de nos jours. Alors, autre symbole, c'est l'importance que prêtent les Égyptiens au Nil pendant les fêtes. Alors, il y en a qui ont des moyens et donc qui partent, mais on retrouve quand même beaucoup de familles dans les jardins, et plus particulièrement tout près du Nil, en train de savourer des petits plats en famille, sur des petites pelouses publiques. Est-ce que c'est quelque chose que nous avons gardé depuis l'Égypte ancienne? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, cette tradition de sortir. Nous avons une fête qu'on a héritée justement d'Égypte ancienne, qui est la fête de Sham el-Nessim, par exemple. Mais je pense que pour toutes les autres fêtes, nous avons un comportement, lui aussi, qui découle d'une tradition ancestrale, donc de sortir. Alors, il faut dire que nos ancêtres, les Égyptiens, étaient des amoureux innés de la nature. Donc, et nous avons sûrement, dans nos gènes, hérité une partie de ceci. Et comme vous dites, les jardins publics, les bords du Nil, ou surtout, en cette période de l'année, on recherche aussi un peu de fraîcheur. Et nous avons, alors tenez, à ce niveau-là, moi, je trouve que c'est quelque chose de fabuleux, de surréaliste pour, par exemple, les Occidentaux qui visitent l'Égypte. En été, sur les ponts qui traversent le Nil, vous trouvez à droite et à gauche des voitures garées sur les bas-côtés. Ils ont dans le coffre de la voiture des chaises pliantes, une petite table, et ils s'installent là. Et par exemple, sur le pont du périphérique du Caire à Mounib qui traverse le Nil, c'est surréaliste de faire ça sur un tronçon du périphérique du Nil. On verrait pas ça en France, sur le pont Neuf. Les Français que j'accompagne des fois dans les groupes, quand ils voient ça, ils sont fous. Ils disent, mais nous sommes sur le périph' et il y a des gens qui ont garé leur voiture et qui sont là à côté, sur des chaises pliantes, en train de consommer un petit pique-nique ou autre. C'est surréaliste, mais voilà. Ils arrivent à se faire plaisir, même au périph'. À très bas coût. Exactement. À très bas coût. Vous savez, quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, c'est très vrai et on en a des preuves flagrantes simplement si on sait observer un petit peu autour de nous. Voilà des gens qui se font plaisir, qui ont investi un petit investissement pour des chaises pliantes et une table pliante, qui ramènent quelque chose de chez eux, du frigo et qui se retrouvent, qui se réunissent au bord du Nil, qui regardent les felouks passer, les péniches, les bateaux, etc. Et puis voilà, et puis c'est un bon moment à passer en famille et ça coûte 3 fois rien, quoi. C'est vrai. Et également, pendant la fête du Grand Bayram, ça reste une occasion pour nos confrères arabes afin de venir passer leurs vacances ici, puisque, quand vous venez de le mentionner, ce n'est pas à comparer avec l'Égypte. Si on passe les vacances n'importe où pendant les fêtes, on a l'esprit de fête en Égypte et également tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on veut faire comme activité et pour s'amuser pendant ces fêtes. Est-ce que vous avez constaté que pendant cette période de fête de Eid al-Adha cette année, il y avait pas mal d'Arabes qui sont venus passer leurs vacances ici? Exactement, exactement. Je vous disais, Sharm el-Sheikh, déjà j'ai pu constater qu'il y a beaucoup de nos confrères arabes, majoritairement, ceux que j'ai croisés, moi du moins venaient d'Arabie Saoudite. Et ici au Caire également, il y avait pas mal d'Arabes qui sont venus en famille pour passer leurs vacances ici. Voilà, parce que vous savez, il y a bien sûr l'aspect attractif de l'Égypte par ses côtes méditerranéennes, les côtes de la mer Rouge. Nous avons environ, entre la côte méditerranéenne et la côte de la mer Rouge, environ 3000 kilomètres de côtes partagées au nord et à l'est de l'Égypte. Mais il y a le fait aussi, pour nos confrères arabes, de se retrouver dans une ambiance de fête, parce qu'ils viennent de fêter dans un pays à majorité musulmane et où justement ils vont se retrouver dans la même ambiance. Tandis que s'ils partent dans un pays occidental, avec tout l'attrait que ça peut avoir, mais il n'y aura pas la même ambiance, le même contexte donc de fête qu'ils retrouvent dans un pays de la région arabo-musulmane. C'est vrai. Alors on a constaté aussi au cours des dernières années que le touriste égyptien s'est développé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un touriste égyptien sera curieux. Là vous parliez de plongée. On a énormément de stations, à Marsa Alam surtout, qui proposent
même pas des cours, ils proposent de loger des personnes, des amateurs, et qui viennent avec leur équipement et qui se baladent dans la mer. Et on voit énormément d'Égyptiens qui commencent à apprécier cette activité et qui l'enseignent même à leurs enfants, quelque chose qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Donc aujourd'hui, on a le touriste égyptien qui commence à devenir un touriste plus intéressé, on va dire. Plus intéressé, et il faut le dire, si vous parlez de la plongée sous-marine, avec un peu plus de moyens aussi, parce que la plongée sous-marine est un sport superbe, mais très cher, mais relativement cher, relativement coûteux. Il y a des équipements. Alors, on peut investir en les achetant, on peut les louer sur place, mais que ce soit l'investissement de départ en les achetant ou en les louant, c'est quand même relativement coûteux. C'est un budget. Mais il y a des gens qui, justement, ayant les moyens adéquats, commence justement à s'intéresser à ce côté-là. Il y a aussi, dans le même contexte, la pêche aussi. Oui, exactement. La pêche à Hurghada. Alors c'est de l'autre côté, parce que Sharm el-Sheikh c'est plutôt plongée. Et d'ailleurs, mon ami Ahmed Edouard, que je salue, qui est mon instructeur de plongée, quand on fait de la plongée et qu'on voit de superbes thons, etc., il dit, tiens, regarde, il nous nargue parce qu'il sait qu'ici, on ne peut pas le toucher. Vous savez, la zone est très, très hyper protégée. Et c'est tant mieux parce que la catastrophe qui s'est produite à Hurghada avec les coraux, etc., parce qu'au début, on a fait tout et n'importe quoi. Mais je peux vous assurer qu'à Sharm el-Sheikh, c'est très, très strict. Et tant mieux. Oui. Et les poissons, je vous dis, nous narguent. Il me dit, imagine-toi ce thon découpé en tranches avec un peu d'huile et de citron. Mais il est en train de nous narguer parce qu'il sait que nous, on ne peut pas le toucher. Quoi. Et même le canoë-kayak, aujourd'hui sur le Nil, on voit des activités, surtout le week-end, le vendredi et samedi, on voit le canoë-kayak, on voit même le vélo sur le Nil. On voit des activités qui n'existaient pas dans le temps, mais qu'aujourd'hui, les Égyptiens arrivent à profiter d'activités modernes. Voilà, il y avait autrefois, dans ma tendre jeunesse, adolescence, que vous n'avez sûrement pas connue, étant beaucoup plus jeune que moi, bien sûr, il y avait des courses d'aviron qui se faisaient sur le Nil. Au Caire, il y avait une course célèbre, c'était un rendez-vous annuel à Luxor. Oxford et les deux équipes d'aviron d'Oxford et de Cambridge qui disputaient une course à Luxor. C'était dans les années 70, 80, et puis ça s'est interrompu. Mais ça, c'était, si vous voulez, au niveau d'équipe, formée, etc. Mais là, ce que vous parlez, ce sont de la plaisance, donc pour des gens, des amateurs, voilà, qui... Et il y a aussi les techniques aujourd'hui qui n'existaient pas auparavant, qui permettent justement de développer ce genre d'activité, on va dire, récréative. C'est vrai. Oui. Alors également, on a vu que pas mal d'Égyptiens veulent également découvrir le côté culturel de l'Égypte à travers des musées. Les musées attirent peut-être la nouvelle génération qui veut découvrir. Moi, j'étais vraiment étonnée. Je suis allée au musée du Caire sur la place Tahrir et j'ai vu pas mal d'Égyptiens qui viennent juste pour découvrir la civilisation pharaonique. Et moi, j'ai cru qu'on côtoyait cette civilisation tous les jours sans vraiment prendre attention de sa grandeur. Mais j'ai vu qu'il y a vraiment des jeunes qui aiment bien découvrir, qui sont venus voir, écouter des fois les commentaires et tout. Alors également, au cours de cette période de vacances, on peut profiter pour enrichir un peu nos connaissances. Bien sûr, et je peux vous assurer, il y a un certain âge ou un âge certain, quand je disais que quand j'ai commencé dans le tourisme en 87, ça ne me rajeunit pas, mais bon. Mais non. Je ne voyais quasiment pas d'Égyptiens sur les sites, dans les musées, etc. Et il y a peut-être une décennie ou un petit peu plus, alors ce qui m'a fait énormément plaisir et qui a entraîné peut-être justement ce dont vous étiez en train de parler, c'est les excursions qu'organisent des écoles vers les musées, la citadelle, même à Luxor et à Assouan, même à Edfou, qui est une toute petite ville, mais les écoles d'Edfou organisent des visites au temple d'Edfou. Bien sûr, ils passent rapidement, mais c'est un premier contact qu'ils ont avec ceci. Très, très longtemps, on est passé à côté de ces temples, de ces monuments, en se disant, oui, nos ancêtres étaient de grands bâtisseurs, point. D'accord? Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une volonté. Alors, justement, ça commence très jeune. Peut-être qu'ils ne comprendront pas le sens de tout ce qu'ils regardent, mais ça va les marquer. Et au fur et à mesure
plus tard. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau des programmes scolaires également pour accentuer l'intérêt, souligner un petit peu cette partie de notre histoire qui est peut-être la plus longue et la plus importante et donner envie. Et je peux vous assurer que ça fonctionne. Moi je l'ai vu concrètement se développer, comme je dis, au cours de ma carrière et ça ne cesse de se développer et ça entraîne de ce fait après les parents, parce que ce sont il ne faut pas se faire d'illusions, ce sont les enfants, les jeunes qui vont entraîner leurs parents, voilà, oui, emmenez-nous à tel endroit, emmenez-nous à tel endroit, oui. et c'est ainsi que ça gagne du terrain au fur et à mesure, quoi. Alors, il y a 2 jours, il y avait une nouvelle qui disait que Hurghada faisait partie des top 20 des destinations préférées dans le monde. C'est vrai qu'Hurghada, longtemps, on préférait Sharm el-Sheikh à Hurghada. Hurghada, on sentait que c'était une ville russe, plus principalement. Mais effectivement, Hurghada est une très belle destination, peut-être plus éloignée, mais elle vaut la peine de la visiter. C'est sûr, enfin, je vais vous dire très franchement le fond de ma pensée. Hurghada, Sharm el-Sheikh, c'est pas des villes, ça n'existait pas. Hurghada, Sharm el-Sheikh, c'est pour les plaisirs maritimes, on va dire. Que ce soit de la pêche, que ce soit de la plongée, que ce soit de la simple baignade, que ce soit du simple farniente. Ce sont des destinations agréables et en plus avec un climat adapté à longueur d'année. On peut y aller en été, bien sûr, en n'ayant pas trop peur de la chaleur, mais en hiver, c'est super aussi. Donc, je vais vous dire, très franchement, il n'y a pas de ville d'Hurghada, il y a le complexe hôtelier d'Hurghada, il y a le complexe hôtelier de Sharm el-Sheikh. Hurghada, vous savez, il y avait une petite communauté de pêcheurs toute rikiki, donc à côté du quartier qui s'appelle Sahel aujourd'hui, c'était tout. Il n'y avait rien d'autre, quelques bateaux de pêche. Et le développement qu'il y a eu, et que j'ai vu moi aussi, que j'ai pu suivre au long de ma carrière aussi, a été phénoménal. Mais c'est du béton. Vous savez, c'est comme des régions dans le monde, comme l'Algarve dans le sud du Portugal, c'est du béton aussi. Les côtes sont superbes, etc. Mais c'est du béton. Mais il y a l'attrait, justement, de tous les sports, de toutes les activités qu'on peut faire autour et qu'on a énumérées. Dahab reste quand même une destination particulière. Dahab, c'est ma petite chérie. Dahab, c'est un petit bijou qui s'est développé aussi. Moi, vous savez, j'ai été à Dahab la première fois, c'était en 84. C'était vierge. Aujourd'hui, ça l'est moins, mais ça conserve quand même. C'est un peu... En comparaison, oui, avec les autres villes, ça reste toujours ça reste toujours très exceptionnel. Ça se développe, mais ça conserve quand même son cachet un peu vierge et qui en fait justement peut-être un attrait supplémentaire avec également un des plus beaux spots de plongée sous-marine, le Blue Hole, donc dans la région de Dahab, Abu Galoum également un peu plus au sud, et qui sont des sites reconnus mondialement, un peu comme Ras Mohammed à Sharm el-Sheikh et d'autres bien sûr. 2 autres villes qui reviennent sur le plan du tourisme à l'intérieur, c'est Fayoum et également depuis 2 ans maintenant, avec une grande surprise, c'est Ras El Bar qui commence à se transformer avec un grand hôtel qui a ouvert ses portes là-bas et qui commence à attirer peut-être pas le même genre de clientèle qu'il a visité avant. Et Fayoum, bien sûr, aujourd'hui, ça commence à être une destination, si vous voulez, très top pour ceux qui veulent découvrir la nature et ne pas aller trop loin du Caire. 2 villes qui commencent vraiment à être une destination en été et en hiver. Oui, peut-être même, je dirais, Ras El Bar en été, Fayoum en hiver, eu égard à leur position géographique l'une et l'autre. Non, Fayoum est une région superbe. On a trop longuement commis l'erreur d'appeler Fayoum oasis. Ce n'est pas tout à fait le terme adapté parce que Fayoum, la végétation de Fayoum n'est pas comme pour les oasis à l'origine des puits ou des sources naturelles. Non, c'est un bras du Nil et qui remonte au Moyen Empire, figurez-vous, environ 1900 avant Jésus-Christ, celui qu'on appelle Bahr Youssef, la mer de Joseph, et qui prend sa source à côté d'Assiout, dans la région de Daïout, et qui alimente, donc, et vous savez, Fayoum est une dépression, donc, et donc l'eau
l'eau s'accumulait au moment de... Et il y a eu des projets hydrographiques à Fayoum à l'époque du Moyen Empire pour que justement cette eau qui montait, ou dont le niveau montait au moment de la crue, soit retenue et permette de, voilà, de faire des cultures dans la région du Fayoum. C'est une région superbe, une végétation luxuriante avec du désert à proximité. C'est super. Ras El Bar, alors, comme Madame Mona disait, change de clientèle. Moi, Oui, j'ai connu c'est Ras vrai. El Bar aussi, peut-être à une époque que vous ne connaîtrez pas, les huttes, les oui. aïchash, les Oui. fameuses aïchash. Et c'était bon, une clientèle qui était une clientèle habituée, qui allait tous les ans à Ras El Bar. Aujourd'hui, avec le développement dont vous parlez, avec des hôtels, etc., peut-être dans un autre style, ça va connaître une autre clientèle que l'ancienne clientèle de Ras El Bar. Et il y a à côté aussi une station qui a été longuement délaissée, oubliée, mais qui est superbe aussi, Baltim. Baltim avec du sable d'une finesse extrême qu'on retrouve dans peu d'endroits dans le monde, quoi. Mais qui est encore méconnu et qui restera développé. Non, on a des richesses et des ressources à exploiter fabuleuses, quoi. Alors, merci d'avoir clôturé ces beaux 4 jours de fête. On nous a 9 jours. C'est vrai, 9 jours pour nous. Bon, ça a été très, très court. Merci d'avoir profité, de nous avoir fait profiter de vos connaissances dans le domaine touristique, surtout Sharm el-Sheikh. Effectivement, la plongée, c'est quelque chose de fabuleux. Donc, ceux qui n'ont pas eu l'occasion, c'est un autre monde à découvrir. Vous me l'avez Exactement. sur les livres. Merci Maguette Gogron d'avoir été des nôtres ce Merci à matin. vous, encore une fois, bonne fête et Merci, bonne fête à Paris. toute l'Égypte et qu'elle soit toujours en fête et en célébration festive, justement. Alors c'est ainsi qu'on achève cette édition. Bonjour l'Égypte. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International. Au revoir.